Et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Beyond the Brackets pour cette nouvelle saison. Et on commence ça avec un Beyond the Tech News. Bienvenue Adrien, comment ça va? Eh bien, ça va Loïc. J'ai signé pour la saison 2. Je suis heureux. Hein. Je suis passé va à pas. ça de... Après la Corse, la pluie a failli avoir raison de toi sur la saison 2. J'ai failli ne pas être là pour la saison 2. Mais j'ai gardé ma place. La place de titulaire, de chroniqueur. Je suis chroniqueur titulaire pour l'instant. Écoutez, Peut-être comme sur TPMP, on changera. peut-être un jour. Je suis le Walid Acharchour de Beyond the Brackets. Je l'embrasse. Si jamais un jour il tombe sur cette vidéo, sûrement jamais. Bravo. On a peut-être un Gilles Ferdez à ta place. Ce sera peut-être plus pertinent en technologie. Bah, il serait peut-être un peu plus clivant, on va dire. C'est sûr. Nouvel épisode. Oui. On est en octobre 2024. Enfin non, fin d'octobre 2024. Ça va certainement sortir en novembre 2024. La saison a repris, c'est très cool. Et on va rentrer dans le vif du sujet. C'est important. C'est important. Est-ce que tu cours un peu? Est-ce que tu te fais un petit jogging Je cours sur un tapis. Je cours derrière un ballon. Mais non, je suis pas trop course. Je suis pas trop jogging. T'es pas jogging. Donc la piste Strava, c'est pas ton truc, quoi. Non. C'est pas ton monde. Ça tombe bien parce que pour des raisons de sécurité, tu sais bien de ne pas utiliser Strava étant donné que tu es une personne très populaire dans le monde et très suivie dans tes journées quotidiennes, étant donné que tu es un chroniqueur titulaire de Beyond the Brackets. Et c'est ce qui est arrivé à Emmanuel Macron. On a la transition. Il se fait un jogging, quoi. Il se fait un jogging avec des gardes du corps, évidemment. Il part jamais seul. Et en fin de compte, on a trouvé une faille de sécurité parce que ces gardes du corps mettaient leur trajet sur Strava. Du coup, sur Strava, c'est une application où tu cours, ça dit qu'est-ce que tu as fait, combien de kilomètres, la vitesse, ça met le plan sur une carte de ce que tu as parcouru. Mmh. Mais quand tu es chef d'un État, comme la France, Oui. ou du Nebraska, si tu mets tes positions en temps réel d'où t'es, ça devient très dangereux. D'accord. Et du coup, ils se sont rendus compte à travers l'application qu'on pouvait retrouver les hôtels choisis par l'Élysée, où est-ce qu'il était en déplacement, ses trajets, etc. Ce qui est de l'ordre de secret défense, normalement. Du coup, voilà, très grave. Donc, si je peux te donner un conseil, comme tu es une personne très célèbre, ne pas utiliser Strava si tu veux rester anonyme. C'est un très bon conseil que je prends. Et du coup, je ne faisais pas de course, je continuerai de ne pas en faire. Voilà. Et c'est pour bien commencer la saison 2 sur une news pas si importante que ça. Non, mais si, quand même. Ça a posé la question quand même des droits autour de l'application, la géolocalisation, etc. Toutes les données, l'usage des données qu'on fait, ça ouvre la boîte de Pandore. Oui, en fait, on est un peu habitué à ce genre de faille maintenant, on va dire. Oui. Mais voilà, en fait, on se dit qu'un jour, il peut se passer un truc grave sur une petite faille comme ça qu'on n'a pas vu venir, et puis... je sais pas jusqu'où c'est allé, mais quand tu es la garde du corps de Macron, c'est amener les services secrets. Je sais pas si c'est comme aux États-Unis, mais en tout cas, si c'est les services secrets, il s'agirait peut-être de revoir les protocoles, de pas mettre son trajet sur Strava, quoi. C'est logique. Enfin, il n'y a pas besoin de se dire oulala, je suis ingénieur, hacker, machin, pour se rendre compte que ton trajet est visible partout. Oui. Voilà. Oui. Non, mais c'est bon. Après, il y a des présidents qui se font tirer dessus alors qu'il y a le mec qui est planté à 100 mètres. C'est vrai. Enfin bon, voilà quoi. C'est un coup dur. Et dans la personne qui gère très bien les données des gens, la transition, qui gère très bien les données des gens pour les exploiter, on peut dire le plus grand entrepreneur du moment, c'est Elon Musk. Elon Musk, et oui. Qu'est-ce qu'il nous a fait ces derniers temps? Alors Elon Musk, il nous a fait une conférence, vous en avez sûrement entendu parler, mais en tout cas, si vous n'en avez pas entendu parler, je vous fais une petite piqûre de rappel. Il a donc fait une conférence à Los Angeles où il a présenté donc ses nouveaux robotaxis. Et donc, en fait, finalement, la star de cet événement, c'était pas ces robotaxis, c'était ces robots Optimus qui étaient présents pendant l'événement. Et on a vu des vidéos. Alors, ils servaient des cocktails, des limonades. Ils venaient discuter.
on pouvait leur poser des questions. Et donc, en fait, ça a fait un véritable carton. Et donc, Elon Musk a pour ambition d'en faire les prochains assistants hôtes de maison du futur. Donc, tout le monde a trouvé ça absolument génial. Et surtout, il y avait vraiment une avancée technologique exceptionnelle. Sauf que derrière, eh bien, Là. ouais, et oui, derrière, il y a eu des petites investigations sur cet événement. Et en fait, on s'est rendu compte que ces robots, ils étaient chacun gérés par des personnes physiques en coulisses qui en fait, qui géraient. Alors, apparemment, il y aurait quand même un petit peu d'IA là-dessous, machin, mais ce serait quand même géré par des gens derrière. Et donc, c'est pas aussi exceptionnel que ce qu'on pouvait imaginer quand on a vu les premières images. Et en fait, ce qui est rigolo, c'est que une des personnes qui a leak cette information a tout simplement dit comment tu le sais. Et en fait, on pouvait simplement demander à Optimus de poser la question à Optimus, et en fait, il répondait la vérité. Okay. Et donc, il y a une vidéo qui tourne qui est très marrante où il dit oh, c'est possible, oui, effectivement, que machin. Et donc, on a appris comme ça que voilà, c'était pas complètement. C'était pas autonome, en fait, simplement. En fait, ça avait l'air d'être la synthèse vocale qui était par IA. Oui. Tu pouvais échanger avec lui comme ça en IA, mais par contre, les mouvements, c'était géré par un mec derrière. Ouais, c'est ça. C'est vrai, c'est vrai que c'était impressionnant, puisqu'il faisait des gestes vraiment du quotidien. Ouais. Et tu te dis, si c'est un robot, l'avancée est incroyable, et comme dans les films. Mais après, c'est cool de l'avoir fait, c'est pas aussi incroyable que ce qu'on pensait, mais on connaît la prochaine étape, on sait à quoi pourrait ressembler la prochaine étape. C'est ça, ça peut nous donner une image, une vue sur ce que seront ces robots de demain. Maintenant, c'est vrai que quand on a pris l'effet waouh dans la tête et que derrière, on prend le retour sur la réalité, c'est un peu dommage. Mais bon, c'est sûr. C'est comme ça. Mais il fallait tester. Deuxième chose, donc je rappelle, cet événement à Los Angeles était donc aussi pour présenter les robots taxis d'Elon Musk. Et sauf qu'en fait, il a fait flop, hein. Comme on dit, en fait, très clairement. Pourquoi alors pourquoi parce que ceux qui ont pu tester au début, ils ont trouvé ça très cool, machin. Ouais. Et sauf qu'en fait, les investisseurs étaient là et ils ont posé des questions. Quand est-ce que ça va sortir Quand est-ce que ce sera livré? Et on sait, Elon Musk et Tesla sont connus pour ne jamais livrer à temps. Oui. Et la réponse a été avant 2027. Waouh. Ce qui n'a pas du tout plu aux investisseurs. Tu m'étonnes. Et donc Tesla a perdu 9% le lendemain de cette présentation. Ouais. Parce qu'en fait, bien que la techno soit jolie, machin, il y a quand même des questions sur est-ce que ce serait autorisé. Ouais. J'ai vu des questions sur quid du métier de taxi qui pourrait être mis en question et ça ne plaît pas à tout le monde. Ouais. Et en plus, il est incapable de dire quand est-ce que ça va sortir. Ouais. Donc pour une présentation pour des investisseurs qui sont là, malheureusement, ça fait pas bon. Ça fait un coup dur. Même si moi j'ai vu des vidéos, j'ai trouvé ça super cool, honnêtement, de prime abord. Mais les investisseurs, ils vont chercher plus loin, ce qui est normal. Hein. Il y a l'argent. Voilà. Et donc, ça fait un peu, peu pchit, quoi, cette conférence, quoi. Ouais, en fait, tu t'attendais à du lourd. C'était un truc hyper futuriste. Et en fait, tout ce qu'on a vu n'existe pas vraiment. C'est comme si c'était du cinéma, quoi. Parce qu'au début, au début, j'ai regardé, j'ai dit c'est trop cool, c'est incroyable. Ouais. Même les taxis, les Optimus, je me suis dit tout est futuriste. On passe un step, quoi. Et puis en fait, pas du tout. Après, Elon Musk a toujours été là-dedans. Tu vois, le Cybertruck, il l'annonce, il le fait, il le sort. Il l'a sorti l'année dernière ou l'année d'avant. Je pense qu'il teste son marché comme ça, en fait. Ouais, c'est sûr. Ouais. Comme il a beaucoup d'argent, il le teste en grande pompe. Il voit. On se rappelle quand il a présenté son Cybertruck. Oui. Il a lancé une boule de pétanque sur le Cybertruck, il a explosé. Ciao. Donc c'est vrai que il est un peu coutumier du fait, quoi. Ouais. Ça l'arrête pas. Ouais, non, c'est clair. Après, ce qui est étonnant, c'est que quand on était à San Francisco, on a vu les taxis Waymo qui sont autonomes. Qu'est-ce qui ralentit Tesla pour faire la même, puisque on va dire que juridiquement, ça a déjà été travaillé par Waymo.
faut voir quelles sont les conditions pour que Waymo tourne, donc il faut plus ou moins les copier. Et après, je crois qu'il y a un truc dans les taxis, dans les robots taxis Tesla, tu me diras, c'est qu'il n'y a pas de volant. Oui, Il y a effectivement, rien. c'est vrai. Oui. Alors que dans les Waymo, il y a un volant. Oui. Donc il y a peut-être une petite ligne légale qui dit si jamais le taxi foire, tu peux reprendre la main et tu as un bouton d'urgence. Je pense que c'est ça. Alors là, Tesla, il n'y a pas de bouton. C'est juste, tu te balades. Il me semble que c'est ça. Ça doit être de ce style-là. Il a annoncé sinon que ce sera qu'ils seront commercialisés autour des 30 000 euros. 30 000 $ pour les robots taxis. Donc voilà, je donne l'info. Oui, je comptais en acheter un. Je comptais devenir VTC. Mais VTC en IA. Je fais rien en fait. Je suis chômeur. Ok. That's all for Elon Musk. That's all. On peut passer à la news d'après. La news Apple, l'Apple Time. Oui, bah on devient un peu des. Oula. On devient. Non, mais on aime bien donner les news d'Apple, quoi. Ah oui. C'est quelque chose qui nous tient à cœur. Donc là, on n'est pas non plus sur la news du siècle. Mais quand même, Apple a annoncé donc hier leur Mac Mini et des nouveaux iMac avec les nouvelles puces M4 qui sont sorties. Moi, je vais surtout revenir sur le Mac Mini. C'est quand même quelque chose. C'est un produit qui a l'air très intéressant. En effet, tu m'as envoyé l'info hier soir. La puce M4, 16 Go de RAM. Et surtout le prix, enfin, ouais. la concurrence n'a qu'à bien se tenir. Après, le prix il est à 699 €. Oui, c'est ça. En dollars, ça doit être un peu moins cher, à mon avis. Ouais, c'est 100 $ de moins. Voilà. Ça reste un prix pour un PC, mais c'est vraiment un entrée de gamme chez Apple hyper intéressant. Mais c'est franchement, moi, quand j'ai vu que on pouvait brancher sur ce Mac Mini 3 écrans. Ouais. C'est quand même qui délivre une puissance graphique déjà. Pas des moindres. Bah non, mais ouais, c'est vrai. Hein. oui, non, c'est vrai. Après, il y avait déjà un Mac Mini avant. Ils n'ont pas inventé le Mac Mini. C'est juste que là, comme maintenant ils gèrent leur puce, à mon avis, la puce, elle est millimétrée, sans mauvais jeu de mots, millimétrée sur l'usage d'Apple dans un Mac Mini. Et c'est vrai que ça donne envie de se faire un setup bureau avec. Carrément. Soit pour venir au bureau, soit pour chez soi. C'est moins cher qu'un iMac. C'est moins cher que tout en fait chez Apple. Donc c'est un bon entrée de gamme. Oui, non, mais exactement. Bon, et évidemment, je le rappelle, mais ils seront compatibles, que ce soit le Mac Mini et l'iMac avec Apple Intelligence. Pour l'instant, on n'en verra pas le jour. De toute façon, tous les appareils Apple, à partir du moment où tu as une puce M dedans, sont compatibles. C'est-à-dire que mon Mac, il est compatible. Oui. Donc, c'est-à-dire que ton Mac, il est compatible. Oui. On peut faire tous les produits de. C'est que le Mac de derrière est compatible. Je t'ai coupé. Non, mais c'est voilà. Mais bon, je fais le rappel. C'est qu'évidemment, on n'a pas encore accès à Apple Intelligence. On va revenir dessus. Sans spoil, mais oui. D'ailleurs, c'est sorti aussi hier, Apple Intelligence, hier ou avant-hier. Aux US. Aux US, voilà. Donc, ouais. J'ai hâte d'avoir les premiers retours utilisateurs, un peu comment ça fonctionne. Mais voilà. Ouais. C'est un peu tout sur les news Apple. Non, mais c'était clair, quoi. À tester, tout à fait. On va peut-être racheter. On va peut-être devenir youtubeur tech, en fait. Faire des unboxings du Mac Mini. Ouais, ça peut être pas mal. Moi, j'aimerais bien. Par contre, il faut un certain budget quand t'es. Non, mais il faut un certain budget, mais une fois que t'as accès à. Que t'as de la crédibilité, on t'envoie les produits. Apple, ils vont jamais t'envoyer de produits. Mais bien sûr que si. 0%. Bah si, tous les youtubeurs, c'est comme ça. Mais on a 48 abonnés. Non ouais. Abonnez-vous si vous voulez qu'on reçoive les produits Apple. C'est vraiment un investissement, quoi. Oui. C'est-à-dire que là, si tu deviens le 49e abonné, t'es pas demain la veille que tu vas avoir un unboxing. Faut voir long terme. Ici, on est dans la tech, on est dans l'investissement. Il y a Elon Musk qui fait des robots. Il y a Apple qui envoie des Mac Mini pour que tout le monde soit chez Apple. Enfin, voilà. On est dans l'investissement, on est dans du business. On passe à notre fameuse rubrique IA. Jingle, il n'y en a pas. Rubrique IA. Quand est-ce que sort Apple Intelligence en France, en Europe? Eh bien, ce sera en avril, apparemment.
Apparemment. Apparemment. Mais c'est déjà une bonne news qu'il y a un plan pour que ça arrive chez nous. Oui. Peut-être acheter l'iPhone 16 à ce moment-là, d'ailleurs. Effectivement. On va voir ce qu'il advient, comment va être bridé l'IA, comment ils ont fait pour que ça devienne régulé en Europe. Il y a quand même un point qu'on avait évoqué dans notre dernier podcast où on parlait d'Apple Intelligence. Et c'est qu'en fait, c'est l'Europe qui avait empêché Apple de sortir son intelligence. Et en fait, c'est pas tout à fait la vérité. C'est Apple qui a dit des conneries. Derrière, je me suis renseigné. En fait, c'est Apple qui a dit « Je ne sors pas mon IA en Europe parce que je ne veux pas que je sois en dehors des normes européennes. » C'est-à-dire que c'est pas l'Europe qui a dit à Apple « Ne le sortez pas. » Et donc, en fait, derrière ça, alors peut-être qu'ils ont raison, mais il y a quand même un très gros levier. Et en fait, ils font pression sur l'Europe pour que les consommateurs disent c'est quoi cette histoire moi j'habite en Europe, je veux le même iPhone que tout le monde. Donc en fait c'est assez malin de leur part. Mais voilà, donc et puis si derrière on a l'Europe qui vient casser les pieds à Apple, eh bien ils pourront dire ah bah oui mais on a mis les mesures en place pour pas que ça se fasse et puis on nous l'a tellement demandé et puis voilà et il y a une sorte de lobbying populaire, quoi. Ils essayent en tout cas d'en jouer. Et je trouve que c'est malin et à la fois, c'est un peu jouer avec le feu. Ouais, mais je pense que quand t'es dans le business, c'est le move, quoi. Ouais. C'est jouer avec le feu. Ah oui. C'est des requins. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a OpenAI. De toute façon, à chaque fois qu'on fait un Beyond the Tech News, OpenAI augmente. Ils vont tellement vite. C'est ça, où ils parlent d'un gros modèle d'IA qui arrive en décembre. On rappelle que depuis la dernière fois, on a dû se parler, il y a eu le GPT-4o, GPT-4o Preview et O1, ou je sais pas s'il était déjà sorti le O1. Je sais plus. Voilà. Mais en tout cas, maintenant, ils font aussi un reform. Enfin, ils peuvent écrire du code directement avec ChatGPT, dans ChatGPT. Je l'utilisais une fois et après, j'ai découvert Cursor, qui est un IDE avec de l'IA intégrée, donc il y a Claude, il y a ChatGPT, etc., qui permet de tout de suite écrire du code dans ton IDE, donc c'est encore plus pratique, plus rapide. Donc voilà, c'est un petit abonnement à prendre en plus, mais du coup, vous pouvez arrêter votre abonnement de ChatGPT, etc. Ouais, mais toi, t'as bien aimé du coup, c'est vrai. J'ai adoré parce qu'il a tout le contexte de la code base, donc il sait de quoi tu lui parles et il vient pas t'inventer un bout de doc qui correspond pas vraiment à ce que tu veux, et il comprend où t'en es dans ton projet, etc. Donc c'est quand même très cool. Est-ce que tu as rajouté des choses sur OpenAI ? Oui, quand même. C'est ce qu'il faut rajouter, c'est que ils ont donc leur nouveau modèle qui va bientôt sortir, et donc le nom de code est Orion. Donc au début, Salman avait démenti l'information, et puis finalement, ça a été confirmé par un autre membre d'OpenAI. Donc apparemment, c'est le nom de code, donc on ne sait pas. Normalement, il devrait s'appeler GPT-5, peut-être pas. Mais ce serait donc le prochain grand modèle qui serait 100 fois plus puissant que GPT-4, tout ça. Donc voilà, donc on attend la suite de ce modèle. À voir, quoi. Affaire à suivre. Et oui. Et d'ailleurs, on n'a aucune news du mec. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans un Beyond the Tech News, il y avait un ancien employé d'OpenAI qui avait décidé de partir d'OpenAI pour refaire une IA en open source avec d'autres mecs. Aucune news de ce mec. Oui, c'est... Voilà. Je vous tiens au jus, si on en a, je vous le dirai à la prochaine fois. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre au niveau de notre petite rubrique IA ? Eh bien, écoute, je pense qu'on a fait le tour. Ça marche ? Non, c'est déjà très bien. On reste en Amérique. Ok. Toujours très bon sur les transitions. On reste en Amérique. En ce moment, il y a quelque chose qui se passe dont vous ne pouvez pas avoir loupé l'info. C'est les élections américaines. La semaine prochaine, on aura un nouveau président américain. Enfin, on n'est pas américain, mais on aura un nouveau président américain dans le monde. Où Trump et Kamala Harris se battent pour la place. Et qu'est-ce qui va advenir
dans le secteur tech et comment réagit le business autour de ça, et bien évidemment, chaque businessman va choisir son camp. Il y avoir le CEO de LinkedIn, Sam Altman, ils vont choisir Kamala Harris. Côté Trump, il y a évidemment Elon Musk qui fait beaucoup de bruit. Il y a le mec de l'UFC, Dana White, qui rejoint. Enfin, chacun choisit son camp. Mais il y avait le CEO de LinkedIn qui disait, en tout cas, nous dans la tech, que ce soit Trump ou Kamala Harris qui passe, ce qu'on veut, c'est quelqu'un qui comprenne l'importance des startups et comment l'économie va évoluer là-dedans. Comment faire tourner l'économie via les startups, l'innovation, etc. Et quelqu'un qui va pas ralentir les avancées de l'intelligence artificielle aux États-Unis. Donc c'est intéressant de voir dans tous les cas, que ce soit Trump ou Harris, la tech va continuer à se porter correctement, ça va pas mettre un frein, que ce soit la Silicon Valley ou autre, aux États-Unis. Ok, donc pour le coup, il n'y a pas de position marquée dans le secteur de la tech. C'est un peu des décisions prises en fonction d'autres critères, quoi. C'est ça, c'est plus des décisions économiques. Ouais. Il faut comprendre le business. Après, Kamala Harris a l'air d'avoir une politique beaucoup plus imposable au niveau des entreprises, augmenter le taux d'imposition sur les sociétés, etc. Mais encore une fois, nous on est habitués en France, un peu moins aux États-Unis, mais c'est pas ça va pas changer le cours du secteur de la technologie. Et en parlant de ces élections américaines aussi, vous l'avez peut-être vu passer si vous suivez un peu de près ou de loin, mais tout ce qui est deepfake avec l'intelligence artificielle, etc. Il y a quelques stats qui sont sortis sur comment pensent les Américains autour de cette IA. Et il y a 39% des Américains qui estiment que l'IA sera utilisée principalement à des fins malveillantes pendant la campagne présidentielle. Donc c'est quand même assez minoritaire, plutôt inquiétant. Mais il y a 57% des adultes américains, dont la moitié républicains et démocrates, qui déclarent être extrêmement ou très préoccupés par le fait que des personnes et des organisations cherchent à influencer les élections ces personnes-là utiliseront l'intelligence artificielle pour créer et diffuser des informations fausses. Il y a quand même en global une compréhension que l'IA va être utilisée à des fins malveillantes via ce deepfake. Et ils attendent à ce que les entreprises, je crois il y a 77% des adultes américains qui estiment que des entreprises comme Facebook, X, TikTok et Google ont la responsabilité, eux, d'empêcher la propagande de deepfake, l'influence de tout ça, la manière où ça grossit, quoi. Franchement, il faudrait à terme trouver une solution pour que chaque image, chaque son qui soit modifié par quelconque intelligence artificielle ait comme un numéro de série, en fait. Ouais. Je vois que ça pour... parce qu'en fait, contrôler pour les réseaux, mais en fait, à partir du moment où moi, j'ai envie de poster une vidéo, s'il n'y a pas un algorithme qui passe et qui détecte l'IA, je peux poster n'importe quoi. Que ce soit... je veux dire, il n'y a pas besoin d'être une boîte de prod avec des moyens gigantesques pour faire un deepfake d'un président. Ouais, donc à partir de ce moment-là, le contrôle devient si compliqué. Tellement compliqué, parce que comment tu viens reconnaître une voix d'IA versus une vraie voix? Est-ce que c'est-à-dire qu'il faudrait mettre les vidéos, je sais pas, dans la blockchain dès que tu fais une modif pour vraiment avoir ce serial number dont tu parles là-dedans? Mais bon, ça devient disproportionné. Et après, même si on vient sur des outils, je sais pas, comme Midjourney ou autre, par exemple sur Midjourney d'ailleurs, on a essayé de faire une image de Kamala Harris pour un de nos posts LinkedIn. C'est le mot clé est bloqué de Midjourney. On ne peut pas utiliser Kamala Harris. On ne peut pas faire d'image. Donc, il y a des petites protections comme ça. Après, même si on met des protections dans les logiciels régulés, rien n'empêche quelqu'un de faire son IA en open source, de le faire soi-même. Enfin, ça va pas... c'est le principe de la communauté open source, communauté hacker, des malveillants, enfin, ceux qui sont malveillants aussi, de pouvoir toujours faire un deepfake. Et du coup, il y aura la présidente de campagne de Trump qui appellera ce mec et qui fera genre salut, fais-moi un deepfake, et le problème ne sera pas résolu, il sera toujours là. Donc je pense qu'il y a aussi faut que les gens comprennent, là en tout cas dans le sondage on avait l'air de le voir, mais comprennent que on arrive dans une dimension où il y a l'IA et on ne peut plus croire ce que l'on voit.
Et il faut vraiment chercher par nous-mêmes si c'est vraiment vrai. Et parfois, c'est quand même compliqué. Et parfois, c'est quand même compliqué, c'est clair. Mais ouais, faut faire attention en tout cas. On arrive sur des gros sujets de société, hein, avec l'IA. Oui, c'est sûr. Mais en tout cas, amis du secteur de la technologie, tout va bien se passer pour nous, même si c'est Trump ou Kamala qui passe. On est rassuré. L'expansion de Beyond the Market USA n'est pas déjà terminée. C'est magnifique. Parlons hacker, parlons attaque, parlons WordPress, parlons site web. Oh là là. Beaucoup de sites web dans le monde, des sites web vitrines, utilisent WordPress. Et il se passe un truc intéressant. Nos amis développeurs, si vous développez sur WordPress, vous connaissez le plugin ACF, Advanced Custom Field, qui permet de rajouter des champs sur nos pages WordPress. Et en fait, ce qui se passe, c'est que il y a le créateur de WordPress qui a décidé de un peu retravailler ACF, dans le sens où il estimait, enfin c'est très compliqué à dire, c'est des termes juridiques, mais il estimait que le plugin amenait des failles de sécurité sur WordPress et en même temps était utilisé à des fins commerciales, enfin ça faisait des ventes commerciales un peu cheloues, etc. Donc il a décidé de dire ok, ça marche, top ACF, moi je vais créer Secure Custom Fields et ça va être avec WordPress. Okay. Donc il reprend le code d'ACF pour faire ça. Et en gros, il y a un article dans apparemment les conditions de développement de WordPress qui dit que WordPress s'autorise à récupérer le code d'un développeur sans forcément avoir son accord, s'il estime que c'est pour des fins de sécurité, etc. Donc je trouve ça assez fou de pouvoir... Je commence à comprendre ce qui se passe. Ouais, voilà, c'est quand même assez fou de pouvoir reprendre le code d'un mec et faire alors toi, ton business, je le ferme et je vais le faire la même chose, mais moi de mon côté et avec mon système, avec le système WordPress, puisque je suis le créateur de WordPress. Ouais. Et du coup, il y a un procès qui a été intenté par WordPress Engine, ceux qui ont créé ACF. Qu'est-ce que t'en penses ? Qu'est-ce que t'en ressors de ça ? Je me dis qu'en fait, alors, je sais pas vraiment ce qui lie WordPress et donc WordPress Engine, c'est ça ? C'est ça. C'est deux entreprises. Hein. WordPress, c'est l'open source qu'on Mais connaît. je sais pas ce qui les lie en fait. S'il y a un contrat, mais ce que j'en ressors, c'est que si jamais il y a un contrat, en fait, toujours lire les petites lignes, hein. Parce que si c'est le cas et que donc WordPress Engine a signé un contrat en sachant qu'ils pouvaient se voir récupérer leur code en cas de faille, c'est dingue. Et puis sinon, c'est quand même... en fait, je trouve que peut-être que WordPress va gagner sur cette affaire, mais derrière, quel message ça envoie à ceux qui viennent créer des plugins sur WordPress. Sur WordPress, quoi. Sachant que WordPress, c'est quand même un nid à virus, tant que c'est pas la faute de WordPress en lui-même, mais c'est tellement répandu que c'est beaucoup plus... Enfin, quand tu es répandu dans la tech, les gens veulent hacker pour... tu as plus de chances de trouver des failles. Et du coup, il y a tout le temps des attaques sur WordPress. Et donc, là, s'il y a vraiment un gros problème de sécurité sur ACF, ça pose souci. Après, Mullenweg, c'est le créateur de WordPress, le PDG, le cofondateur de WordPress et le PDG d'Automatic, qui n'a pas parlé. Il a dit qu'il y avait des problèmes de sécurité, mais il n'a pas dit lesquels. Donc, en fait, il y a une sensation où ACF est tellement répandu, et il se dit ça doit être une fonctionnalité dans WordPress en fin de compte. Sauf que ça va kill leur business de WP Engine. Du coup, il est en mode tiens, il y a une faille de sécu, je t'enlève, hop, ton business qui coule, et moi je vais l'implanter en natif dans WordPress. Ouais, non, mais c'est vraiment ce que ça me renvoie, c'est que ça envoie un très mauvais message à tous les gens qui veulent continuer de faire grandir WordPress. On a plus envie de réussir parce qu'en fait, on se rend compte qu'à la fin... si ton idée est si bonne, il va te trouver un petit point dans l'article qui va te permettre de faire sauter ça. Donc, mais bon, on verra ce qu'adviendra cette affaire. En tout cas, affaire à suivre. Affaire à suivre. Pour continuer dans la fuite de données, dans le hacking et dans la sécurité,
cette semaine, si je me trompe pas, il y a eu une fuite chez Free. Ouais, ils ont apparemment, je crois que c'est à peu près 5 millions d'IBAN qui ont qui ont fuité. C'est simplement monstrueux en fait, et on se dit que si on est chez Free, on a de très fortes chances d'être impacté en fait. C'est même plus une petite fuite où on se dit bon, ok, j'ai 1% de chance. Là, on est sur des proportions qui sont absolument gigantesques. Et c'est terrifiant, je trouve. T'es chez Free? Je ne suis pas chez Free. Moi non plus. Enfin, j'ai une Freebox. Ah, t'es chez Free du coup. Ouais, mais je me rappelle plus si c'était. T'as eu une Freebox ou en ce moment t'as une Non, Freebox? j'en ai une. Non, c'est vrai. C'est vrai. Bah, voilà. Bah, t'as peut-être fuité. Bah, j'ai peut-être fuité. C'est quand même grave, hein, 5 millions. Enfin, c'est grave, oui, mais 5 millions de fuites pour un opérateur comme Free, c'est tout simplement énorme. Et je voyais beaucoup sur X, etc., beaucoup de gens qui appelaient leur banque en leur disant l'IBAN a fuité. Et ils étaient en mode ah, votre IBAN a fuité. Tiens. On m'a pas appris comment gérer cette situation. Donc voilà, bon courage à tous ceux qui sont chez Free. Ouais. C'est quand même assez grave. Je sais pas les répercussions que ça va avoir. Est-ce qu'ils vont rajouter de la sécu? Bah, là, pour le moment, le hacker Oui. qui aurait donc saisi tous ces IBAN a annoncé qu'il a d'ores et déjà revendu ces données. C'est très inquiétant. Donc voilà. Donc en tout cas, Checkez vos comptes en banque. c'est quand même incroyable. Je sais pas quoi dire. Le C'est fou. mec, il annonce qu'il a revendu. On Oui. sait pas qui c'est. On est quand même dans un niveau qui est. Il en a rien à foutre. C'est lunaire. Enfin voilà. Il a fait un post Insta. C'est revendu. Ouais. Très grave. Mais oui. Et on va enchaîner sur un point un peu plus enjaillant, j'ai envie de dire. J'ai trouvé un petit logiciel que je trouve sympathique, que j'avais envie de vous présenter, qui s'appelle One Minute AI. Et en fait, c'est donc un logiciel qui va vous permettre d'accéder à tous les systèmes, tous les modèles d'IA que vous connaissez, ce soit OpenAI, Mistral, dont on a beaucoup parlé. Il me semble qu'on il y a Midjourney aussi également. Il y a Leonardo, Google AI. Enfin bref, tous les IA qu'on peut connaître, qui peuvent permettre de faire de la génération de texte, d'images, quoi que ce soit, sont rassemblés dans One Minute AI, sur la même plateforme et via la même interface. Et ça pour 40 €. 40 € à vie. À vie. Ce qui est quand même exceptionnel. Et donc, en fait, ce que je me suis dit, c'est que pour quelqu'un qui a envie d'essayer un peu l'IA sans se dire je vais chercher spécifiquement l'IA qu'il me faut à chaque fois qu'il veut l'utiliser, un peu une approche large, c'est parfait. Et des retours que j'ai vus, c'est quand même très bon. Et on peut avoir GPT-4 par exemple d'accessible. Donc voilà, 40 € à vie. Là, du coup, tu payes. Là où je comprends pas vraiment, c'est que tu payes 40 € à vie le logiciel qui permet d'avoir toutes les IA. Ouais. Mais après, derrière, par exemple, moi j'ai mon abonnement Midjourney, j'ai mon abonnement de ChatGPT, je dois me connecter dessus. Non, ça te permet d'avoir accès en fait Directement. Directement, ouais, c'est ça. Et comment c'est possible? Il y a une perte monétaire dans cette histoire. Bah écoute, c'est une bonne question. Mais c'est une promo en tout cas hein, qu'on a actuellement. Oui, normalement c'est 234 $ à vie. Oui, exactement. Non, mais à vie. Moi je paye 10 € par mois à Midjourney. 10 x 12, 120. Donc déjà, rien que mon abonnement Midjourney, ils vont être en perte. Oui. Ok. Bah après, on ne sait pas comment fonctionne ce genre de business. Hein. Mais en tout cas, je vous donne le tips. Profitez-en. Apparemment, les retours sont bons. Je vais peut-être l'acheter parce que je suis très curieux. Puis surtout qu'il y en a que je connais pas. Anthropic, Stability, Cohere. C'est pour ça que je trouve ça cool. C'est que ça peut vraiment permettre de tester tous les modèles
Et en fait, vous risquez pas grand-chose hein, parce que c'est 40 euros. Bon, c'est quand même une somme, mais je veux dire, un abonnement au OpenAI, c'est 22 euros par mois. Donc voilà, vous faites rapidement le lien. Je vois on peut créer des vidéos. Et tu vois, là, je sens que je t'ai intéressé. Ouais, moi, je t'ai intrigué avec cette news, cette news finale. Parce que c'est pas très cher. Là, la version pro de 1 minute AI inclut 1 million de crédits par mois. Exactement. Plus the opportunity to generate up to 450 000 additional credits per month for free. Ok, ça marche. All AI feature. En gros, t'es quand même limité par mois. Mais bon, vu notre usage, ça va. Après, ok. Après, ce qu'en fait, ça donne accès à tous les modèles et j'imagine que si toi, tu veux aller plus loin avec un modèle, du coup, tu vas te diriger vers la version payante du modèle en question et c'est là que le business prend forme. Ouais. Non, je suis curieux parce qu'on est quand même dans un monde du SaaS où le SaaS est roi, le Software as a Service est roi. Là, on nous propose un logiciel en lifetime, en one-shot payment, one-time payment, en paiement une fois. Et ça nous donne accès. Mais c'est pour ça que je voulais en parler. Je suis très curieux. Faudrait tester. Écoutez, on testera et puis on reviendra vers vous. C'est ça. C'est tout pour ce Beyond the Tech News. C'est déjà pas mal. Hein. C'est un bon premier podcast de la saison 2. Premier retour. Le retour. Le retour au bureau. Sur ce, je vous invite en tout cas à vous abonner sur YouTube si vous n'êtes pas déjà sur YouTube. Et si vous n'êtes pas abonné sur YouTube, abonnez-vous. Vous pouvez nous retrouver sur TikTok, Instagram, LinkedIn, etc. pour suivre toutes les informations de la boîte. Et puis, on se retrouve la prochaine fois. À la prochaine, Adrien. Salut à tous, à la prochaine. Salut, au revoir.